Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bright, le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Bright. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bright, le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nolwenn, intermittente du spectacle. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est être intermittente du spectacle ? Alors, c'est un vaste sujet quand même, parce que ça regroupe quand même beaucoup de choses. L'intermittence, déjà, c'est un régime, enfin, c'est une appellation quand même par rapport à vraiment ce qu'on fait, mais un intermittent peut faire énormément de choses. On a des comédiens, des danseurs, des musiciens, des techniciens, etc. Donc, c'est assez vaste. Moi, pour le coup, je suis technicienne du coup du spectacle. Euh, Après, moi, je me définis un peu comme un couteau suisse parce que j'ai eu pas mal de casquettes et après, je me suis dit, bon, maintenant, faut se focus un petit peu pour arrêter de faire tout, entre guillemets, enfin, tout et n'importe quoi, mais de rester un peu plus sur une ligne directrice qui me motivait de base. Mais le fait de faire plein de choses, ça permet d'avoir des compétences quand même un peu partout et de savoir aussi ce qu'on veut faire et ce qui nous intéresse moins. Et du coup, ouais, être intermittent, c'est travailler, moi, pour le coup, dans le spectacle, dans la technique, principalement. Du coup, moi, je fais de la lumière maintenant depuis le mois de septembre, on va dire. Avant, je faisais beaucoup, du coup, on appelle ça du road. Donc, c'est vraiment à la base, c'est vraiment les personnes qui poussent les fly, on appelle ça. Mais c'est du coup toutes les personnes qui vont être là pour monter un spectacle, démonter, etc. Donc, qui vont être les petites mains et les grosses mains aussi, qui permettent de faire qu'un spectacle puisse avoir lieu. Du coup, j'aimerais bien, pour rebondir là-dessus, qu'on parle un peu du statut Ouais. d'intermittent. Alors, le statut du coup de l'intermittent, c'est un régime spécifique. En fait, c'est pas un statut d'ailleurs, c'est vraiment un régime. On a l'habitude de dire statut, mais c'est un peu un abus de langage spécifique. Donc, c'est d'assurance chômage destinée aux artistes et techniciens du spectacle qui travaillent donc dans des missions ponctuelles. Donc, nous, c'est des CDD d'usage. Il faut savoir qu'on a un contrat par journée de travail ou si c'est plusieurs jours, on peut avoir des contrats de plusieurs jours, mais c'est un contrat à la prestation. Et du coup, pour être intermittent du spectacle, il faut cumuler 507 heures de travail, ce qui correspond à peu près à, enfin, ça dépend des cachets, mais on est sur une 160-170 cachets, un truc comme ça, sur 12 mois, qui va permettre du coup d'ouvrir un droit du coup à l'allocation chômage, qui va nous permettre d'avoir une indemnité journalière qui va être calculée en fonction du coup, de nos contrats, du nombre d'heures qu'on fait dans l'année, parce que 507, c'est le minimum, mais on peut en faire beaucoup plus. C'est pas forcément utile, mais on peut en faire. Donc, tu as des espèces de plafonds, du coup, selon le nombre d'heures que tu fais. C'est ça, en fait, suivant ton nombre d'heures et suivant ton taux horaire, en fait, en fonction de combien tu es payé à l'heure sur tes prestations. Et du coup, en sachant qu'il y a des petits calculs qui peuvent être faits pour savoir à peu près combien on peut toucher d'allocation. Et en fait, elle est recalculée tous les ans en fonction de l'année précédente, quand on renouvelle à chaque fois du coup le statut. L'indemnité, elle permet en fait, de nous rémunérer les jours où on ne travaille pas. Donc, il y a des calculs qui sont faits. Donc, à chaque fin de mois, on est un peu comme des chômeurs. Il faut savoir qu'on est tous considérés comme des chômeurs quand même, alors qu'on travaille. Mais du coup, donc, à la fin de chaque mois, on déclare nos cachets, nos heures travaillées. Et du coup, les jours où on ne travaille pas, on a notre indemnité qui nous est versée. Donc, ça nous permet d'avoir quand même un minimum par mois qui permet de vivre tout simplement. Et d'avoir quand même un peu une sécurité là-dessus, parce que là où, par exemple, en freelance, quand on travaille pas, quoi. Là, ça permet quand même d'avoir une petite base et une petite sécurité quand même financière. Oui, parce qu'au final, vous êtes plus stable que les freelances. Quelque part, oui. Moi, je sais que j'ai commencé au tout début avec de l'auto-entreprise. J'ai dû faire ça pendant 1 an. Enfin, je me suis dit que c'était pas forcément judicieux et que on avait quand même un statut qui n'existe qu'en France, qui était intéressant d'utiliser quand même, parce que
Ça nous permet aussi d'avoir des droits de formation qui sont quand même assez chouettes, avec des belles sommes quand même tous les ans pour ça, que ça soit de la formation de sécurité, donc tout ce qui va être habilitation électrique, les CACES, travail en hauteur, ce genre de choses, et des formations de métier. Donc moi, par exemple, j'ai pu bénéficier d'une formation de console lumière pour me perfectionner. C'est des formations qui coûtent 2 500 € où en fait, je n'ai rien payé parce que ça fait partie de ce que j'ai cotisé pour bénéficier de ça. Et on a aussi les congés spectacles. Donc c'est comme les congés payés dans une boîte fixe. Mais du coup, je crois que c'est à peu près 10% d'un cachet brut qu'on cotise. Et du coup, on a une fois par an ces congés, donc ça équivalent à peu près à un salaire qui nous est versé pour nos vacances, en fait. Enfin, voilà, les congés spectacles, quoi. Donc il y a quand même plein de petits avantages qui sont pas négligeables dans ce genre de statut qui est quand même précaire, parce que voilà, c'est quand même on sait qu'on a une année, mais on a toujours un peu le truc de se dire est-ce que je vais avoir mes heures, est-ce que je vais avoir mes heures, etc. Donc il y a quand même toujours des fois où on est un peu en mode est-ce que ça va aller? Puis après on est en mode ça va. Donc quand ça va, c'est plus cool déjà, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce truc de se dire ça va cette année, j'espère que ça ira pour l'année d'après, quoi. Et comment ça se passe justement pendant la première année? Comment est-ce que, enfin, quel est le modèle économique sur la première année? Ça dépend des situations de chacun. Moi, je sais que du coup, quand j'ai décidé d'arrêter l'auto-entreprise et du coup, je suis passée sur l'intermittence, j'ai fait du coup mes 507 heures en 6 mois, 7 mois. Donc, j'ai été entre guillemets plus vite que si j'avais fait en 12. Et du coup, j'ai déposé tout de suite mon statut pauvre et vie, mais bon, pour avoir tout de suite mes indemnités pour être être un peu plus sereine. Mais à l'époque, j'avais encore aussi du chômage d'anciens boulots que j'avais fait. Donc là, c'est aussi un peu compliqué des fois parce qu'il y a un droit d'option avec Pôle emploi. C'est un petit peu de la paperasse un peu floue où en fait, il faut justifier que on va gagner plus en étant intermittent que si on reste avec nos allocations chômage. Donc je sais que j'ai des amis qui ont galéré avec ça parce que le ratio était pas bon et qui ont perdu des heures parce que il fallait couler les droits chômage alors qu'en fait, ils voulaient juste bosser, quoi. Donc c'est vraiment un peu des aberrations de la France. Mais du coup, moi, je sais que j'avais quand même un petit complément avec un ancien chômage. Donc, du coup, la transition, elle est toujours un peu compliquée parce qu'on n'a pas, on a un salaire si on travaille assez pour avoir un salaire. Mais comme on n'a pas la complémentaire de l'allocation, forcément, c'est un peu plus, c'est un peu plus rude, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a soit les personnes qui décident de faire le statut au plus vite et de déposer tout de suite, c'est un peu ce que j'ai fait. Ou alors, qui attendent quand même un an pour avoir une meilleure indemnité, du coup journalière parce que effectivement quand on est au minimum, l'indemnité elle est au minimum, donc c'est pas des milliers des cents, mais après tu peux du coup tu sais qu'année d'après tu feras quand Tu peux même monter les quoi. paliers. Donc du coup après faut pas redescendre. Mais bon, au moins on a quand même cette sécurité là entre guillemets à chaque fois d'un an sur un an, mais qui est quand même pas négligeable, quoi. Et tu me parlais justement de la partie ingé lumière, du coup, sur laquelle tu agis un peu plus. Est-ce que tu peux me parler de toutes les missions justement que tu portes et sur quel type de prestat en fait tu vas? Alors c'est un peu vaste aussi. Ça dépend. Alors, le principe, c'est toujours un peu la même chose. On monte quelque chose pour une exploitation et on démonte à la fin. C'est un peu la base de chaque prestat. Après, moi, du coup, je travaille beaucoup comme régisseuse, du coup, lumière à la Passerelle, une salle à Florange, qui vient d'être rénovée, etc. Et du coup, là, dans cette salle, j'accueille du coup les techniciens qui viennent pour le spectacle. Donc, on est là avec eux pour installer du coup leur lumière, ou alors quand ils viennent avec leur kit de tournée, par exemple. Ou alors, des fois, on va avoir des pré-montages avec nos machines. Et du coup, on vient un jour avant pour tout mettre en place pour que quand les techniciens de la tournée ou du spectacle, donc ça peut être du théâtre, ça peut être un concert, ça peut être des one-man shows, etc. Donc c'est assez large aussi en termes de programmation. Et du coup, ça dépend. Soit ils viennent avec leurs techniciens, soit des fois c'est moi qui suis amenée à faire un peu de console. Enfin, ça dépend chaque fois un peu des demandes, de ce qu'ils ont besoin. Donc nous, on est là pour être là, pour leur donner ce qu'ils ont besoin, faire en sorte que tout se passe bien, et puis pour les aider à installer, etc. Et sinon,
Après, on peut faire, de la prestation, par exemple, plus, pas dans une salle, mais dans d'autres lieux. Donc, ça va être avec, d'autres clients, d'autres choses, bah, là, par exemple, en ce moment, il y avait beaucoup de vœux, ce genre de choses. Et puis, ça peut être aussi de la convention, ça peut être, enfin, privé, pas trop, mais, ça peut être, ouais, des conventions pour des entreprises, enfin, c'est des concerts aussi, qui sont des concerts de festivals aussi, sur Metz, par exemple. Donc, c'est assez vaste, en fait. On va là où on a un peu besoin de nous, mais en lumière, du coup, moi, je sais que je suis plus, du coup, à la passerelle, maintenant, puis sur d'autres petites, prestations, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton statut, de comment tu es arrivé à l'intermittence et est-ce que tu as, enfin si c'était un choix ou plutôt une nécessité vis-à-vis de ce que tu faisais, et qu'est-ce que tu as fait comme étude en fait pour arriver là? Et ben, moi, j'ai un parcours un peu, atypique, je dirais quand même, parce que j'étais pas forcément, enfin, je ne m'étais pas dit, «Je veux, travailler, dans le spectacle», dès le départ. Je veux avoir une vie précaire Je et je veux gavérer. je veux être une troubadour. C'est mais, non, du coup, en fait, moi, après le bac, je savais pas trop quoi faire. J'étais intéressée par plein de choses et en même temps, je savais pas trop et j'ai eu la chance de pouvoir, aller plusieurs fois au Festival de l'Avignon, entre autres, et du coup de découvrir, le théâtre que je connaissais pas trop avant et j'ai adoré ça. Je trouvais ça assez fascinant comment, on peut, retransmettre des émotions, enfin sur scène comme ça, avec des décors, de la lumière, enfin voilà, truc très immersif qui m'a assez fascinée. Après, mon père est musicien, donc j'ai quand même aussi un peu ce truc, où je berçais un peu là-dedans, mais très tardivement parce qu'il a repris, plus tard la musique. Donc j'ai redécouvert ça, j'avais, 18, 19 ans et puis je me suis un peu aussi intéressée à cet univers-là. Donc quand il y a des concerts, rouler des câbles à la fin, enfin voilà, c'était un peu chouette. C'était à ce moment-là aussi où je me suis mis à faire un peu de photos, donc je faisais de la photo de concert, je me suis un peu investie dans le groupe avec, ouais, des logos, des trucs comme ça. Enfin voilà, j'aimais petit côté artistique que j'aimais bien et du coup, de fil en aiguille, bah, j'avais pas mal d'amis autour de moi qui étaient, dans ce milieu-là. Donc j'étais en mode, à ce moment-là, j'étais en mode: «Ah, imagine un jour, je finis intermittente de spectacle» et en fait, je fais: «Oh non, je pense pas et tout» et si, la preuve en est, 10 ans plus tard, oui, je suis intermittente du spectacle depuis 3 ans. Mais du coup, c'était un peu ce truc-là où je me disais, la scénographie me fascinait beaucoup et je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas du coup, en restant à Nancy après le bac, bah, faire une école d'archi, pour pouvoir, faire un master de scéno» qui était proposé, à Metz d'ailleurs et du coup, bah, j'ai fait ma première année d'archi, ça m'a plu mais en même temps, je me voyais pas continuer, une licence, là-dedans parce que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je me suis dit: «Bah, je vais faire plus simple, je vais repartir à Metz et puis je vais faire une licence, d'art plastique» parce que j'ai toujours été intéressée par l'art et cetera et je ferai le master de scéno, peut-être plus tard. Fun fact, je n'ai pas fait le master de scéno, mais du coup, je suis partie, sur le projet culturel, événementiel. Donc j'étais quand même plus ou moins dans ce milieu-là et j'ai fait mes premiers stages du coup, donc dans la boîte d'un ami, d'amis, donc Emmanuel, qui, du coup m'a dit: «Bah, voilà, si tu veux faire un stage, pas de souci». Moi ça m'intéressait un peu aussi, bon, c'était en début d'année donc vraiment c'était pas, des conditions incroyables en termes à part des vœux, il y avait pas grand-chose en termes de prestations. Mais du coup, j'ai commencé un peu à avoir, voilà, de l'entreprise, le matériel, enfin un peu tout ça et puis, j'ai refait mon stage de master, 1 avec lui, mais là, du coup, j'ai eu la chance de bosser sur, Pop-up. Donc, on avait un peu, je commençais un peu à faire, de l'admin, pour lui, donc je faisais, tout ce qui était, bah, toute la préparation du festival, donc tous les besoins techniques, la gestion, enfin, en fait, tous les documents qu'on remettait aux techniciens pour que, bah, avec les fiches techniques, les spectacles, les horaires, tout ça, tout ça. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu là-dedans et je me suis dit: «Mais c'est vachement cool en fait, ce truc-là, j'aime bien» et puis il y a eu le covid aussi entre-temps, donc forcément, tout a été un peu mis à l'arrêt. On s'est dit: «Beh, est-ce que je veux bosser là-dedans?» sachant que là, on est tous considérés comme, non essentiels, enfin, il y avait un peu ce truc-là, en mode: «Est-ce que c'est un bon choix?» Je sais pas trop et puis en fait, bah, de fil en aiguille, je me suis dit: «Je vais essayer» et du coup, c'est là que je me suis dit: «Bah, j'avais un petit boulot, ça s'arrêtait à peu près au moment où, du coup, Pop-up recommençait l'année d'après. Je me suis dit: «Bah, écoute, si tu as besoin de moi et tu veux qu'on bosse ensemble, moi, je suis chaud» et du coup, il m'a dit: «Ouais, pas de souci». Donc j'ai fait, mon auto-entreprise pour pouvoir facturer,
mes heures. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai fait du coup tout ce qui était contrat, admin, etc., etc. Et puis je me suis dit, mais le terrain, c'est vachement cool quand même. J'aimerais bien apprendre quand même deux, trois trucs, donc des choses que je savais déjà, mais j'ai quand même tout appris sur le terrain parce que j'ai du coup pas fait d'études spécifiques dans la lumière ou le son. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, c'est vachement bien, mais la lumière, ça m'intéresse et j'aimerais quand même bien faire un truc là-dedans, on va voir et tout. Et puis du coup, après un an, je me suis dit, bon, là, je veux vraiment faire de la technique, je vais arrêter le bureau parce que c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc, je me suis dit, bon, allez, ça y est, je me lance dans l'intermittence. Donc, mon premier contrat, du coup, intermittent, c'était Maneskin à l'open air. C'est pas mal. Ça va, c'est chouette. Comme comme premier contrat, c'est pas mal. Et puis du coup, après, c'était un peu lancé. Et puis là, j'ai eu la chance aussi, comme je disais avant, de pouvoir me former aussi grâce à l'intermittence et me former aussi dans du coup, dans une console lumière. C'est un peu la dernière sortie en date. Et c'est des opportunités qui ont fait que en fait, je me suis retrouvée à être embauchée dans la salle où j'ai fait cette formation. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée un peu là-bas parce que la vie a fait que je me suis retrouvée là-bas et que ça s'est bien passé. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée là. Donc c'est voilà, un truc un petit peu atypique, mais Non, mais ok, ouais, non, mais bon, c'est pas si déconnant que ça au final, puisque t'as quand même la fibre artistique, donc tu t'es quand même retrouvé dans quelque chose d'assez similaire. T'es pas parti de, je sais pas, ouais. maths sup, maths spé pour au final Non, arriver à l'intermittence, non, il quoi. y avait une petite ligne directrice quand même. Voilà, il y avait une ligne directrice. Et concrètement, elle ressemble à peu près à quoi tes journées, enfin ton quotidien? Il change beaucoup, ça dépend. Il y a des périodes où ça va être beaucoup de boulot très intense sur des périodes comme mars, avril, mai, même juin, où c'est vraiment la plus grosse période au niveau du boulot, septembre un petit peu, puis après il y a des périodes beaucoup plus calmes, donc c'est bien aussi pour se reposer un peu. Mais concrètement, on a quand même pas mal, entre guillemets, de devoirs à la maison à faire, on dit qu'on va à l'école. Mais parce que il faut préparer, quand on est par exemple dans une salle de spectacle comme ça, qu'on accueille des prods, qu'on accueille des spectacles, et il faut s'assurer que d'avoir les plans de feu, donc vraiment les plans où toute la lumière est installée. Faut discuter avec les personnes qu'on accueille pour savoir si tout va bien, s'il y a des questions. Enfin, donc il y a un petit peu de travail en amont aussi, tout se fait pas le jour J, en tout cas pour de la régie d'accueil comme ça. Après, quand c'est vraiment de la prestation type road, en fait, on part le matin et on rentre le soir, et puis voilà. Euh, donc ça dépend en fait de ce que je vais faire, pourquoi je vais être embauchée, donc de ma casquette à ce moment-là, enfin de mon poste à ce moment-là. Et sinon, c'est quand même beaucoup de téléphone parce que on a beaucoup d'agendas et de téléphones qui sonnent. Est-ce que tu es dispo? Oui, non. Ok, bloc, je te rappelle, mais une option, machin. Donc c'est toujours un peu des mails, des choses comme ça. Donc des fois, c'est compliqué de couper un peu parce que c'est comme quand on fait des métiers un peu passion comme ça. C'est un peu dur de couper, donc c'est pas toujours. Faut réussir à trouver quand même son petit équilibre pour pas que ça nous ronge un peu, quoi. Mais concrètement, ouais, c'est. Puis quand on part au boulot, on part le matin, on rentre le soir. Puis qu'est-ce qui se passe? Se passer plein de choses, pardon. Mais il y a des fois, ça va être découpé. Donc des fois, on bosse le matin, on revient après le spectacle. Enfin, ça dépend vraiment du poste. De prestat. Ouais, c'est ça. Et donc toi, tu contribues majoritairement, en tout cas, au montage. Comment est-ce que tu vis le fait d'être invisible au final aux yeux des gens? Parce que les gens voient toujours le résultat final sans forcément s'imaginer que oui, il y a des gens qui sont venus, qui ont installé, qui ont travaillé la nuit, dans le froid ou tôt le matin, etc. Ça, c'est vrai que c'est un truc, c'est comme on dit, c'est l'envers du décor, comme on dit. Mais en fait, moi, ça me dérange pas du tout parce que je suis bien quand je suis pas au milieu de l'attention. Donc, je trouve ça justement chouette d'être des fois un peu de savoir qu'on fait partie de tous ces rouages-là. Après, vraiment, c'est sûr que quand on fait, par exemple, vraiment du road, on ne voit vraiment pas parce que on est là au tout début et puis on est là à la fin et puis quand tout le monde part, voilà. Après, quand on est en régie, pour le coup, on croise vachement plus, on croise beaucoup plus on croise des techniciens, on croise les artistes, on croise
du coup, le public aussi qui, des fois, interagit avec nous, pour nous poser des questions, pour, nous parler de s'ils ont aimé. Enfin, voilà, ça permet aussi, des fois, un peu de discuter d'avoir un retour aussi sur ce qu'on fait. Et puis, quand on est, souvent, on est remercié quand même, mais plus quand on est en régie que quand on est vraiment, en backstage. Enfin, ça dépend toujours du poste. Mais, moi, je sais que je le vis pas mal parce que ça me va bien d'être, un peu dans l'ombre. Mais, D'être un peu caché. ouais. Ouais, c'est de la lumière, mais j'aime bien être dans l'ombre. C'est en photo, j'aime bien être derrière l'objectif. Ouais, pareil. Bon, là, on se fait toutes les deux violence, du coup. Ouais. Et à tes yeux, quelles sont les compétences vraiment indispensables j'allais dire pour durer, mais pour tenir, entre guillemets, dans ce milieu? Je pense que vraiment, c'est le plus important, c'est d'avoir de la motivation et d'aimer ce qu'on fait. Je pense qu'à partir du moment où, on a plus, envie, de se lever, le matin, ça n'a pas comme dans tout métier, hein, Ouais. mais ça n'a plus de sens parce que c'est quand même un métier, rude où on fait beaucoup d'heures, où des fois on a des conditions de travail, comme tu disais, dans le froid, sous la pluie, enfin, là, j'ai souvenir, de mes JDM il y a 2 ans où ça a été annulé. On a fini, on avait de la boue, jusque-là, on était trempés, alors qu'on a monté un truc qui n'a pas joué. Enfin, psychologiquement, des fois, c'est dur, surtout quand on a des annulations comme ça avec cette année, pourrie qu'on avait eue, Ouais, il y a 2 ans. ça avait été rude pour beaucoup de festivals. Ouais, ouais, c'était très compliqué. Donc, en fait, puis surtout pour aussi les personnes qui organisent, quand tu passes, 1 an à bosser pour quelque chose et qu'en fait, tout annulé au dernier moment, c'est quand même un peu rude. Donc des fois, c'est un peu dur psychologiquement. Puis non, on travaille beaucoup avec l'humain, donc il y a aussi ce côté, là qui est important. Mais, je pense il faut être très motivé, il faut en vouloir quand même. Et puis, pour se faire une place aussi, dans ce milieu, ce qui est pas toujours évident et encore plus des fois quand on est une femme, pas se mentir. Ouais. Et puis s'adapter et être flexible, quoi. Je pense que c'est vraiment un peu les qualités, hyper importantes, pour essayer de bien vivre, cette vie un petit peu, décousue des fois, quoi. Puis savoir se reposer aussi, c'est important. Et justement, t'en parlais à l'instant, mais en tant que femme, comment tu le vis? Parce que c'est un milieu qui, malgré tout, reste quand même assez masculin. Comment toi tu le vis justement? Je le vis, je le vis. Bien, pas bien, je sais pas trop, mais on est de plus en plus quand même, à être, dans ce milieu-là. Donc c'est vrai que quand on a des équipes, où il y a plus de filles, que de mecs, on est contente. On est en mode, «Ça, c'est cool». Donc ça fait plaisir, surtout que, faut pas penser que parce qu'on est des femmes, on va bosser moins bien, qu'un homme, ce qui est Justement, c'est souvent le contraire. souvent le contraire, oui. Je sais quand j'ai des des «boss» entre guillemets qui préfèrent bosser avec des meufs parce qu'ils savent que le travail va être bien fait jusqu'au bout et Ça va être ça carré, sera quoi. plus carré qu'avec certaines personnes. Après, c'est comme tout, hein, mais Bien sûr. mais après, après j'ai toujours été aussi, personnellement, mmh, amie avec, plus d'hommes que de femmes dans ma vie de manière générale, enfin, à titre personnel. Mais après, c'est pas toujours évident parce que, des fois, on a l'impression qu'on doit un peu plus s'imposer ou qu'on doit un peu plus prouver qu'on a notre place. On n'est pas toujours prise au sérieux. On a des fois, alors pas trop enfin, des fois, c'est surtout sur des tournées, des choses comme ça, quand on fait vraiment du road, où j'ai déjà été, témoin, de remarques, très limites, et heureusement, nous, je sais qu'à Metz, il y a quand même, ce côté, vraiment bienveillant où s'il y a quelqu'un qui dit un truc comme ça, par contre, tout le monde va lui dire quelque chose et ça va pas passer, comme ça, quoi. Ce qui est pas toujours le cas partout, je pense. Mais, du coup, c'est vrai que on a envie qu'il y ait de plus en plus de meufs et ça arrive quand même, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que c'est peut-être, ouais, la bienveillance qui des fois, pèche un peu mais pas forcément sur les acteurs de notre région, plus sur des personnes qu'on va accueillir, qu'on reverra jamais. Donc tu reverras jamais, mais Mais qui te marque quand même. mais ouais, et je sais que j'ai un souvenir d'une prestation, dans la salle et où, on avait eu un tech qui pourtant, paraissait pas, méchant comme ça, mais qui a vraiment fait passer une très mauvaise journée à une des collègues qui était là, à tel point qu'elle était là en mode: «J'ai envie de partir», alors que ça fait, des années et des années, même des dizaines d'années qu'elle bosse dans ce milieu-là et on l'avait pas, prise pour une débutante, comme ça. Et je pense que ça aurait été un homme, clairement, Ça, c'est pas une situation qui serait arrivée. ça serait pas arrivé, quoi. En mode, «Je vais te montrer comment il faut faire ci, comment il faut faire ça». Non, en fait, ça fait, 15 ans que je bosse Merci le dans voilà, je ça fait 15 ans que je bosse dans le milieu, je sais comment ça marche, je sais comment faire, j'ai pas besoin que tu me le dises, quoi. Donc des fois, c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué, mais
ça reste quand même minoritaire, heureusement. Mais ouais. Merci, t'es chaud, toi. Et est-ce que tu as souvenir d'un projet qui t'a marqué en particulier? Bah, il y en a pas mal, mais je pense un qui m'a marqué en particulier. Alors, ça n'a pas forcément. Enfin, pour le coup, c'était plus de l'admin. En fait, on avait bossé sur un gros projet des 50 ans du Lac du Der. Mmh. Ouais. Et du coup, c'est un projet qui a été vraiment un peu fait au dernier moment. Enfin, c'était déjà pour demain, enfin pour hier, quoi. C'était un peu compliqué. Et il y a eu du coup tout un dossier technique à faire en très peu de temps, et ça a été très intense, très rude, mais L'événement se déployait sur ouais. toute la berge, enfin, Ouais. si on peut appeler ça une berge, ouais. Ouais. Donc Sur c'était quand même un événement de Ouais. grosse ampleur. Et puis il y avait un gros week-end d'ouverture, et après c'était différents week-ends tout au long de l'été. Et il y avait énormément de choses, énormément de compagnies, énormément de prestataires. Enfin, c'était vraiment un très très gros chantier. Et du coup, je me suis retrouvée à aider à faire le dossier technique, à le rédiger, à faire des plans, parce que vraiment, il n'y avait aucun plan, il n'y avait rien. Enfin, il a fallu tout créer de A à Z. C'était vraiment une grosse affaire. Et ça, du coup, de travailler sur ce projet-là, et du coup, d'avoir toutes les infos, de voir tous les projets qui se mettent en place. Et le jour J, enfin, quand tu es sur ton ordi et que tu es en train de te dire, OK, donc là, on va mettre ça, là, il y aura la scène, là, ne serait-ce que les toilettes, les trucs un peu bêtes, on pense pas, mais oui, il faut savoir où est-ce qu'on va les poser, comment ça va se passer, est-ce que ça va être sécurisé, gardienné, enfin, toutes des questions, vraiment, quand on commence un événement, on s'imagine pas l'ampleur du truc. Et en fait, quand tu arrives le jour J, donc ça fait 4 mois que tu bosses quasiment non-stop sur ce truc, hein. Vraiment, c'est un truc qui se crée en plusieurs mois, voire presque une année. Là, ça a été très, très court. Et le jour J, quand on voit tout qui se met en place, qui se met là où tu l'avais prévu, et du coup, c'est hyper... Tout prend forme, quoi. Ouais, c'est hyper agréable, parce qu'on se dit, waouh, on a bossé, mais pour du concret, là, on voit ce qui se passe. Et j'avoue qu'à la fin du week-end, tout s'est bien passé. C'était chouette, et le feu d'artifice, ouais, j'ai une petite larme qui a coulé, parce que je suis en mode, c'est bon, on l'a fait, c'est fini. Mais C'est bon, maintenant tout peut brûler. c'est bon. Bon, en plus, ils enflammaient Oui, ils enflammaient le port, donc vraiment, c'était le cas de le dire. Mais ouais, non, c'était hyper intense. Je pense que vraiment, quand j'étais dedans, j'étais là en mode, je suis au bout de ma vie. Mais avec le recul, on se dit, waouh, c'était quand même chouette de faire ce projet-là, quoi. Est-ce qu'il y a une galère un peu typique, on va dire, de l'intermittence que peu de gens imaginent, auxquelles on pense pas forcément? Bah, je dirais vraiment un peu la flexibilité aussi, où des fois, on va se retrouver à être appelé la veille pour le lendemain. En mode, ah bah demain, je bosse pas. Bah, en fait, si, je bosse à 8h. Ou des fois, on n'a pas trop d'infos, on sait pas où on va, ou on n'a pas trop d'infos sur les horaires. Enfin voilà, faut être flexible, il faut s'adapter, quoi. Sinon, je sais pas trop. Ouais, les coupés, c'est pas toujours simple à gérer aussi. Quand on part tôt le matin et qu'on sait que la journée, elle est foutue, parce qu'on rentre l'après-midi, on fait une sieste et puis on repart le soir. Mais sinon, bah, les galères aussi, toute la paperasse quand même, parce qu'il faut quand même être un peu organisé. Parce que pour un contrat, on a 4 documents. Donc, pour une journée de travail, une période de travail, on a une fiche de paye, un contrat, les AEM, donc les déclarations Pôle emploi, et les congés spectacles. Donc, ça fait beaucoup de papiers qui s'entassent. Heureusement, maintenant, tout est un peu dématérialisé, mais toutes les sociétés ne le font pas. Donc, il faut quand même suivre un petit peu. Et donc, c'est quand même une petite organisation à avoir. Et puis, si on oublie et qu'on se laisse un peu dépasser, bah, on se retrouve avec des mois à trier et à gérer. Et puis, bah, après, tout ce qui va être aussi, bah, on en parlait, fait de se loger, de trouver un appart, ou même pour les personnes qui veulent acheter, etc. C'est pas toujours évident, parce que bah, le statut est un peu régime, et être sur le régime a un peu mal, enfin voilà, mauvaise mine, entre guillemets, enfin mauvaise réputation. mauvaise réputation, voilà. Et c'est pas toujours évident que les propriétaires ou quoi fassent confiance, ou même que les banques suivent, alors que alors que pourtant, vous avez une forme de stabilité d'assuré, puisque vous êtes rémunéré tous les mois. C'est ça. Contrairement à un freelance qui, d'un mois à l'autre, peut très bien se retrouver à zéro, Ouais, quoi. tout à fait. Après, bon, voilà, c'est toujours le côté précaire, parce que d'une année à l'autre, on ne sait pas si tu vas renouveler. C'est un peu la roulette russe, quoi. C'est ça. Donc, c'est toujours un peu là-dessus qu'on se dit oui. Moi, je me souviens, j'avais une personne qui avait dit une fois, en bossant dans les banques, que les intermittents du spectacle, c'était des intermittents du paiement, alors que... Alors quand Enfin, je veux dire, faut pas penser que vraiment, c'est
c'est si précaire que ça. Alors oui, forcément, ça dépend. Je sais que pour les techniciens, de manière générale, je pense que c'est à peu près correct. Pour des personnes qui vont être comédiens, comédiennes, ça peut être un peu plus compliqué. Les musiciens, pareil. Donc c'est vrai que le problème, c'est que tout est fait d'une généralité, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Vu on va forcément se concentrer sur un avis négatif que sur les 20 avis positifs qu'on va avoir de l'autre côté. Et comment justement, en parlant de stabilité, tu vis l'incertitude entre guillemets entre deux contrats, si incertitude il y a. Ouais, il y a toujours un moment généralement dans l'année où on se dit ah, je suis à tant d'heures, il me reste tant d'heures, est-ce que ça va passer et puis on regarde le planning, il peut des fois être un peu vide et on se dit je sais pas, là c'est chaud, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. C'est vraiment bon, après voilà, faut faire marcher son réseau et puis généralement c'est des périodes creuses, c'est souvent normal, mais là pareil, en période d'élection, c'est aussi un peu différent et puis il y a surtout aussi ce côté de se dire là, on sait pas trop où on va, de manière générale dans le monde, avec les élections qui approchent, avec les coupes budgétaires, la culture, et cetera. On sait qu'on a bien compris que c'était pas quelque chose d'essentiel pour eux. Voilà, d'essentiel. Donc, du coup, on se dit, ouais, mais s'ils coupent les subventions, s'ils coupent les trucs, il y aura moins de spectacles, donc il y aura moins de travail pour nous. Enfin, donc des fois, ça peut vite être un peu anxiogène quand on réfléchit un peu trop à ça, de se dire, parce que et puis au-delà de ça, le régime est souvent remis en question sur est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas. On est les seuls à avoir ce type de régime spécifique, donc ouais. C'est vrai que tous les je sais pas combien de temps, à chaque fois, c'est souvent le MEDEF qui se dit ah mais non, ça coûte trop cher, alors qu'en soi, il y a des études qui ont été faites, pas forcément qui ont été. Enfin, c'est très compliqué parce que alors ils parlent que c'est déficitaire, mais en fait pas tant parce qu'on cotise quand même tous entre nous, pour nous, les employeurs aussi, on cotise plus au chômage que dans le régime général pour notre régime à nous. Donc du coup, je pense que l'un dans l'autre, peut-être que c'est peut-être pas si déconnant que ça, mais cette étiquette de gauche en fait qui plaît pas tout simplement parce que on est là en mode oui, bon, ça vous plaît pas, on a bien compris, mais en même temps à partir du moment vous faites quand même tourner l'économie et vous faites travailler quoi. Et puis en fait il y a tout l'audiovisuel aussi qui fait partie, qui utilise du coup l'intermittence et ça pour le coup je pense que tant qu'on a l'audiovisuel avec nous entre guillemets on sera un peu tranquille parce que c'est tellement puissant. Moi, je me souviens d'une anecdote, c'était pendant 2018, je crois, ils avaient justement reparlé de vouloir réformer le régime de l'intermittence, augmenter les heures ou voilà, durcir un peu l'accès. Et je crois que c'était la période de la Coupe du Monde et en fait, juste avant le lancement, toutes les caméras étaient dans le ciel et ils ont dit c'est simple en fait. Si vous changez pas vos idées, en fait, nous, on filme pas votre match, quoi. Donc, il y a une force très importante dans l'audiovisuel qui permet à ce que nous, dans le spectacle vivant, on soit un petit peu protégés. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, oui. On ne sait pas. Voilà. Les prochaines élections seront un peu décisives. Je pense pour nous, super. Et justement, t'as déjà douté de pouvoir continuer sous ce format-là? On sait que on verra bien ce que ça va donner. On sait que pour le moment, on a ça, donc on en profite autant qu'on peut. Après, peut-être que ça va être comme dans les autres pays où on va tous être freelance ou je sais que je connais plein d'amis qui sont à leur compte alors qu'ils pourraient être intermittents, mais qui préfèrent qui des fois ont du matos, donc ils le louent aussi. Donc du coup, ça permet de facturer différemment. Donc ils sont auto-entrepreneurs, mais c'est vrai que d'un côté, on se dit c'est quand même ce statut il a été fait quand même pas pour rien et il est quand même je sais pas combien on est d'intermittents en France, je me suis pas renseignée mais c'est quand même beaucoup de monde quoi, donc c'est vrai que ça serait compliqué de réformer tout ça. Alors ils avaient parlé peut-être d'augmenter le nombre d'heures, 107 heures, mais ça serait 580 pour l'annexe 8, donc ça va être les comédiens et du coup l'autre c'est artiste pour le coup, artiste et technicien. Et les autres, ça serait 610, je crois. Donc, ça fait déjà quand même... une paire d'heures en plus, quoi. Une paire d'heures en plus. Donc, là, ça risque de poser problème. Statut pour beaucoup de personnes qui arrivent déjà du mal, qui ont déjà du mal à faire 507 heures. Parce que nous, je sais que dans l'Est, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup de salles de spectacle. Donc, il y a beaucoup de travail dans notre coin. Mais c'est vrai qu'il y a des... typiquement peut-être en Meuse où on est dans le début de la diagonale du vide. Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des anecdotes de personnes qu'on accueille sur des tournées dans des grosses salles comme Galaxy ou Zénith,
où il me disait, nous, des fois, on jouait dans une salle, donc dans le sud-ouest, ou par exemple, on jouait dans une salle et puis on faisait 5 heures de route. Et puis en fait, les gars qui fermaient le camion, et c'est ceux qui nous accueillaient dans l'autre salle à 5 heures de route, quoi. Du coup, les gars, ils finissaient le chantier, ils partaient en voiture, ils dormaient même pas et ils enquillaient une journée de taf, quoi. S'ils n'avaient pas le Ça, choix, elle avait pas trop le choix parce qu'il y avait pas beaucoup de boulot. Donc c'est vrai qu'on se dit, nous, on a quand même de la chance dans notre région, c'est que il y a quand même plein de choses qui se passent et du coup, ça permet d'avoir du boulot un peu pour tout le monde, quoi. Justement, votre régime, il est souvent attaqué ou mal compris. Enfin, j'ai assisté à des discussions où ça casait pas mal de sucre sur votre dos. Comment est-ce que toi, tu réagis à ça, en fait? Bien souvent, c'est parce que les gens ne connaissent pas le statut, donc ils se permettent de critiquer. Mais après, moi, quand je suis face à ça, souvent, j'ai des personnes, des fois, qui sont intéressées parce que quand on leur dit, bah voilà, je travaille dans le spectacle, il n'y a pas énormément de monde qui fait ça. Enfin, il y en a beaucoup, mais pas forcément dans l'entourage. On en a beaucoup, mais de l'extérieur, pas C'est forcément. vrai que des fois, j'ai retrouvé une amie de lycée. Et on se disait, qu'est-ce que tu fais, machin? Moi, je fais ça maintenant. Ah, ok. Mais du coup, c'est quoi? Et donc, je me suis retrouvée à lui expliquer un peu en quoi ça consistait, le statut, enfin, le régime, tout ça, en disant, oui, du coup, c'est comme ça, comme ça. Ah, ok, je savais pas du tout, parce que c'est vrai que si on n'a pas quelqu'un dans notre entourage, On va pas connaît forcément pas. aller googler le soir. C'est ça. D'ailleurs, le statut d'intermittent, comment ça se passe? C'est ça. Mais c'est vrai que tu as quand même ce côté où c'est critiqué parce que bien souvent, c'est l'étiquette des personnes qui font pas grand-chose, qui travaillent pas beaucoup et puis qui ont quand même du chômage. Alors que c'est très réducteur parce que c'est faux. Et puis que le travail est quand même, enfin, ça dépend des postes encore une fois, mais bon, il y a quand même des horaires qui sont assez bâtardes. Et puis ouais, j'ai vu des gens monter des scènes, comme tu disais, sous la flotte, démonter des chalets de Noël sous moins de degrés avec de la neige. Et en vrai, ça, les gens ne le voient pas pour le coup. Non, c'est sûr. Et puis il y a aussi ce côté, voilà, genre moi des fois, souvent, pareil pour les week-ends, nous on bosse alors que nos familles bossent pas. Oui, l'anniversaire, je pourrais pas être là, je bosse. Enfin, c'est aussi vivre un peu en décalage des autres. Monde. Parce que nous, on travaille les week-ends, les soirs. L'été, pareil. Voilà. Et puis nos week-ends, c'est les lundis, mardis, quoi. Donc c'est vrai que, ça dépend. Mais du coup, il y a aussi un peu ce côté de, je connais pas, donc je critique. Mais effectivement, je sais que ma famille, par exemple, quand je leur dis, ce soir, je vais bosser à 22h ou je vais démonter un festival à 23h30, ils me disent, oh, t'as du courage, quoi. Je dis, ouais, mais c'est mon job, c'est mon taf. Mais c'est t'aimes vrai, le faire, quoi. c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, en plein hiver, ressortir à 23h, ou des fois à 1h du matin, quand c'est des gros trucs un peu privés, etc., c'est rude, quoi. En se disant, je resterai bien dans mon canapé, là, en fait. Mais non. Mais du coup, oui, il y a aussi ce côté un peu pénibilité du travail qui fait que non, on peut pas dire que les intermittents soient des personnes Des feignantes, voilà. Et comment tu fais pour t'organiser dans tout ça financièrement et mentalement? Surtout la première année, par exemple, où c'est peut-être là que c'est le plus complexe. On fait attention, on fait attention, on prend un peu sur soi et puis on se dit que voilà, c'est le temps d'eux et après ça ira mieux. Donc il y a aussi ce côté quand même en mode on sait pourquoi on le fait. Mais c'est vrai que c'est un peu une épreuve quand même d'entrer dans ce milieu, quoi. Tu vas galérer pendant 1 an et encore moi ça va, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire mes heures vite parce que j'étais déjà un petit peu Dans le milieu. Mais il y a des personnes qui mettent beaucoup plus de temps et pour qui c'est plus difficile. Donc là, c'est vrai que moi, je sais que j'ai eu un peu de chance là-dessus. Et je connais des personnes qui ont eu beaucoup plus de mal à se faire un réseau ou à commencer à bosser et avoir le statut parce que forcément, c'est pas toujours évident d'être là au bon moment et puis faut que ça se passe bien. Et puis, en fait, c'est vraiment l'accumulation. Je pense qu'aussi, c'est dur parce que ce métier-là aussi te laisse pas trop de deuxième chance, entre guillemets. C'est que si vraiment il y a une presta où vraiment, alors, j'exagère un peu, mais où vraiment ça se passe très mal ou ça s'est pas bien passé avec tel employeur, en fait, on peut vite se dire, cette personne-là, j'en veux plus. Et alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Mais du coup, il y a aussi ce côté un peu, pas sélection naturelle,
C'est un peu se dire, «Ah bah, en fait, faut pas que je me foire parce que si jamais ça se passe pas bien, je risque de, Bah, sauter, quoi. c'est ça et puis après, c'est un milieu où tout le monde se connaît, où tout va très vite donc bah, du coup, les réputations peuvent aller très vite aussi donc il y a aussi ce côté de, bah, faut pas que faut arriver en forme, faut arriver, motivé et puis, mais du coup, voilà, il y a ce côté un peu rude aussi là-dessus, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ton métier ou plutôt qu'est-ce que l'intermittence t'apporte que tu trouverais pas forcément ailleurs? Bah, de la liberté, je crois, hein, vraiment. Je crois que c'est un peu, de la liberté, de, bah, quelque part aussi de pouvoir, quand on peut, vraiment c'est pas toujours le cas, mais choisir aussi un peu, avec, les projets sur lesquels on veut travailler. Bon, c'est très rare de refuser du travail, hein, on va pas se mentir, mais de travailler en tout cas avec des personnes qu'on apprécie, avec des amis aussi souvent parce qu'on est quand même, souvent, bah, forcément aussi amis en dehors que peut-être de simples collègues, donc il y a aussi ce côté-là où des fois, tu passes une journée de boulot et puis tu dis: «Mais, c'est vraiment ça mon taf?» genre en mode, là j'étais payée pour cette journée. Alors, certes on galère, on passe des journées des fois plus dures que d'autres, mais, quand il y a une bonne entente dans l'équipe, c'est quand même, chouette de pouvoir se dire: «Bah ouais, je bosse un peu avec mes potes, quoi», donc, c'est pas on peut pas dire de ça, enfin ça de beaucoup de boulot, je pense et puis, je pense qu'il y a aussi, la flexibilité avant vraiment de pouvoir, aussi entre des périodes hyper, rudes, mais des périodes aussi un peu plus calmes qui nous permettent de faire d'autres choses et puis, pouvoir se former aussi, c'est quand même alors je sais que dans beaucoup de métiers aussi, il y a possibilité d'évolution, de se former et cetera. Mais je pense que dans notre métier, on a aussi la possibilité de se réinventer beaucoup et de pouvoir, se dire: «Bah, en fait, ça me passionne plus. Peut-être que j'ai envie de faire autre chose, mais, qui restera toujours, dans ce même ensemble» et ça, je trouve ça quand même, chouette, et intéressant de pouvoir se dire, bah, comme là, j'ai pu faire en me disant: «Bah, je suis passée par plein de trucs et maintenant je veux faire de la lumière». Et puis, bah, je sais pas ce que je ferai, dans 10 ans, mais du coup, il y a ce côté-là aussi qui est hyper intéressant. OK. Et selon toi, ça ressemblera à quoi l'intermittence dans 10 ans? C'est une bonne question aussi ça. Ben, peut-être elle n'existera plus, peut-être ça existera encore, on sait pas. Mais, mais ouais, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on a l'audiovisuel avec nous, je pense qu'on est à peu près, enfin on est un peu plus, c'est un peu plus, sécurisant pour nous. Donc on verra bien, ce que l'avenir, nous réserve. Mais sinon, dans tous les cas, je pense qu'il faudra toujours, des techniciens pour remonter, les scènes. Je pense que l'IA ne pourra pas remplacer ça tout de suite. Mais, même si elle va remplacer beaucoup de choses. Mais du coup, il y a aussi ce côté, bah, on sera tous en freelance, quoi. Sinon, je pense qu'au pire ou au mieux des cas, je ne sais pas, hein, j'ai pas le recul. Mais, je pense que ça serait quand même compliqué de vraiment de dire, «C'est fini l'intermittence», quoi. J'espère ne pas trop y croire. Moi aussi. Ouais. Et en parlant là, on parle de maintenant, pas dans Mmh. 10 ans. Qu'est-ce qui, selon toi, devrait changer en priorité pour améliorer vos conditions de travail, les conditions de votre non pas votre statut du coup, mais votre, régime? Ouais. Ben, c'est pas évident à dire, mais peut-être aussi respecter un peu plus, les horaires, les heures, des contrats et cetera. Ça, c'est vrai que des fois, c'est un peu, c'est pas toujours évident, ou bah, en fait, tant qu'on a besoin de nous, on reste, on est là donc des fois, c'est pas toujours, simple, forcément aussi de faire des «avenants au contrat» entre guillemets, qui soient réévalués avec les heures réelles effectives. Des fois, bah, on gagne, des fois on perd, on dit que ça peut faire un équilibre, mais bon, Oui, c'est pas si c'est simple. Mais sinon, bah, après, on est quand même un métier, enfin, quand même dans un métier qui est quand même très dangereux aussi. Faut pas on va pas se mentir. Quand on est, sur, des prestations où il y a, 150 personnes qui bossent en même temps avec, des FEN, avec, de la structure, avec, des charges lourdes, enfin voilà, faut quand même faire, très attention même si voilà, on est censé porter nos EPI, et cetera, chaussures de sécurité, gants, casques, tout ça, les accidents, existent. Moi, j'ai des amis qui ont déjà, eu des graves accidents, lors de prestations et du coup, faut faire attention à ça et le truc, c'est qu'il faut sensibiliser aussi les nouvelles personnes qui viennent bosser et bien souvent, c'est assez bien fait parce que du coup, il y a toujours quelqu'un qui prend un peu la personne sur son aile pour lui expliquer: «Bah, fais attention à ci, fais attention à ça, c'est comme ça qu'on porte, c'est comme ça». Voilà, pour vraiment, parce qu'en fait, si on fait pas attention, ne serait-ce que quand on charge un camion,
un accident est très, très vite arrivé, quoi. Enfin, Oui, tu peux te blesser toi ou blesser quelqu'un. Ouais, j'ai déjà eu un accident de travail, un fly qui m'est tombé sur le pied, alors j'avais mes chaussures de sécurité, la coque était là, mais le fly est tombé après le pied. Bon, ça va, j'avais rien de cassé, mais du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Puis se blesser dans notre métier, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'on est très vite, du coup, à l'arrêt total. Donc, ouais, faut faire attention à ça. Donc, peut-être aussi essayer de sensibiliser, de faire attention, parce que ouais, on est tous des humains et après, l'erreur existe, hein, mais ouais, faire attention à ça, quoi. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'intermittent ou intermittente aujourd'hui? De se donner les moyens, d'y croire aussi, puis d'être motivé surtout, je pense. Et puis pas hésiter à demander, à poser des questions, à se renseigner, parce que c'est quand même quelque chose, voilà, qui est un petit peu, c'est vraiment un régime un peu particulier, c'est un univers un peu particulier aussi, donc pas hésiter à demander, à appeler, à se montrer, parce que le réseau est très, très important quand même dans notre milieu, et si on n'a pas un réseau, en fait, on bosse pas. Puis c'est des fois des réseaux qu'on perd, qu'on retrouve, enfin des choses à entretenir aussi. Parce que là, on bosse, actuellement pour, telle et telle boîte, mais on sait pas, si demain telle et telle boîte sera toujours là, si en fait on bossera toujours ici. Donc il faut essayer, je pense aussi de garder un peu, ouais, et puis de pas rester, de pas se mettre dans une certaine forme de confort et d'y rester, parce que on sait jamais ce qui peut. Je dis ça aussi pour moi. On sait pas ce qui peut arriver, donc essayer d'être un peu alerte là-dessus, et puis ouais, pas hésiter à se former aussi. C'est important, parce qu'on a le droit, et il y a beaucoup de personnes qui le font pas parce qu'elles pensent qu'il y a pas telle et telle chose. Non, en fait, c'est faux. À partir du moment où tu as tes heures, où tu as que tu es dans le régime, etc., à partir de là, tu peux ouvrir tes droits, et il faut pas hésiter à appeler les organismes de formation, l'AFDAS entre autres, pour poser des questions. Mais c'est ce que j'ai fait aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont fausses, et on se dit: «Ah non, je peux pas». Si, en fait, c'est pas parce que ça fait pas 2 ans que tu es intermittent que tu peux pas faire de formation de métier. C'est faux. À partir du moment où tu peux faire une formation, tu peux faire ce que tu veux, et ça, c'est quand même une chance, je pense, et il faut en profiter. On arrive sur la fin de cette interview. Donc pour conclure, si tu devais inviter une autre personne de l'ombre du secteur musical pour être mise en lumière dans ce podcast, qui est-ce que tu inviterais? Quel corps de métier tu inviterais? Ouais, j'ai pas mal du coup d'amis dans ce milieu, on se doute bien, et je pense à mes copines de la cité musicale, et je crois que je dirais les chargées de prod. Mmh. Ils font un travail Qui font un travail considérable également. ouais, considérable, de l'ombre, même moi des fois je me dis: «Mais en fait, tu consistes en quoi exactement, ce que tu fais?» Et en fait, c'est beaucoup de choses aussi très variées, et je pense que ça peut être intéressant vraiment de percer le mystère. Eh bien, ça tombe bien puisque nous avons quelqu'un dans les tuyaux. Trop bien. Effectivement, je n'en dirai pas plus. Hâte de savoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt. Bright. Tu viens de terminer un épisode de Bright, le podcast lumineux d'intérêt musical. Ici, la lumière ne s'éteint jamais et dans 2 semaines, je te donne rendez-vous pour un nouveau parcours, un nouveau portrait et un nouveau regard sur l'industrie musicale. Merci d'avoir écouté Bright et à très bientôt.